Bienvenue dans cette édition du Web Journal de Radio-Québec. Dimanche soir, le 24 mars, c'est la fête de ma mère. On lui souhaite bonne fête en direct si elle écoute. Je ne pense pas qu'elle écoute, mais si elle écoute, on lui souhaite bonne fête. Alors, on va y aller rapidement avec les grands titres. Je vais me permettre en premier lieu de partager cette édition du Web Journal. Voilà. Puis, il y a des gens qui la cherchent. Il y a des gens qui cherchent le Web Journal, qui me disent « Tu n'as pas de Web Journal ce soir? » Eh bien, il faut aller sur la page de Radio-Québec. Alors, sur la page de Radio-Québec, vous avez... il y a le Web Journal. Il faut s'abonner à la page de Radio-Québec. Des fois, je le partage. Des fois, je ne le partage pas. Si vous voulez être avisé quand il y a des publications, comme j'en ai fait cet après-midi, c'était juste sur la page de Radio-Québec. Je ne les ai pas partagées. Abonnez-vous à la page de Radio-Québec sur Facebook. Voilà. Alors, comme ça, vous n'aurez pas à chercher le Web Journal sur Facebook. On va y aller avec les grands titres. Alors, on va parler du rapport Mueller. Le rapport Mueller qui est enfin déposé, hein, comme on s'y attendait. On va parler aussi du retour. On va faire un retour sur la fusillade de Christchurch en Nouvelle-Zélande et cette opération, comment je pourrais dire, de propagande en ce qui concerne le hijab. On va parler de la marche contre l'islamophobie, les marches qui se sont déroulées à la fois à Québec hier et à Montréal aujourd'hui. On va parler d'une conseillère municipale de la ville d'Anjou qui a été prise à partie par les médias pour avoir dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, comme d'habitude. Et finalement, on va quelques mots, quelques réflexions sur l'attentat à l'Oratoire Saint-Joseph. J'ai pas énormément de choses à dire là-dessus. Mais moi, je pense que c'est un incontournable de toute façon. Alors, allons-y. Le rapport Mueller a finalement été déposé. Et comme je l'avais annoncé, hein, je veux dire, je ne veux pas... donnez-moi donnez-moi juste comme 15 secondes de gloire. Là. Comme je l'ai annoncé il y a un an, comme je l'avais annoncé il y a un an, le 16 mars 2018, il n'y a aucune accusation contre Trump. La famille de Trump n'est pas embêté, il n'y a eu aucune preuve de collusion avec la Russie. On sait que toute cette histoire, je l'ai expliqué en long et en large, cette histoire est une machination du Parti démocrate. C'est ce que les agents du FBI, Peter Strzok, Andrew McCabe, appelaient leur insurance policy. Hein, c'est leur garantie, la garantie que si Trump est élu, ils vont être capables par la suite de le démettre de ses fonctions. C'est eux qui ont tout inventé ça. Avec l'aide de services secrets étrangers, j'en ai parlé en long et en large dans mes capsules. Ceux qui sont nouveaux sur Radio-Québec, vous pouvez aller voir sur la page YouTube de Radio-Québec, il y a énormément de capsules d'informations là-dessus, notamment... Ici, blackout médiatique. Hein, j'explique ici pourquoi les médias ne parlent pas. Les informations étaient publiques. Toutes ces informations sur l'invalidité de toute cette enquête Mueller, de toute cette histoire de collusion avec la Russie, étaient publiques. Ça avait été expliqué devant le Congrès. Les agents étaient comparus. Les mandats d'écoute électronique avaient été en partie déclassifiés. On le savait qu'il n'y avait rien derrière ça, OK? Et que c'est une entreprise de sédition de la part des hauts échelons de l'administration Obama, notamment et le pilote de tout ça ici, c'est John Brennan, l'ancien directeur de la CIA d'Obama. Quelqu'un qui s'est probablement converti à l'islam. Hein, il a été chef d'antenne de la CIA en Arabie Saoudite, à Riyad, et beaucoup de personnes disent qu'il s'est converti à l'islam alors qu'il y était, comme probablement beaucoup de personnes dans les services de renseignement occidentaux. Il y a une fusion, il y a une espèce des liens assez étroits entre certains éléments dans les services secrets occidentaux et l'islam. Hein, on le voit dans un film avec Naomi Rapace, je pense que ça s'appelle Lockout. Où est-ce qu'on voit justement les services secrets britanniques qui collaborent, qui sont toujours comme bien informés, qui sont comme... Il y a aussi des films américains où est-ce qu'on voit ça. Ils parlent... Dans le nouveau Jack Ryan, d'ailleurs, hein, dans le dernier Jack Ryan sur Amazon Prime, la série est une éloge au multiculturalisme. Là. Le directeur d'antenne de la CIA est un musulman et tout ça. Voilà. Alors, si vous regardez bien ce que vous voyez dans les films, on voit que l'islam et les services de renseignement occidentaux, ça marche main dans la main.
Et les deux sont bien contents toujours d'accuser une fantomatique extrême droite pour tous les maux de la Terre, alors que les attentats qui sont souvent perpétrés par cette soi-disant extrême droite sont souvent, pas tout le temps, mais sont souvent pilotés, fabriqués par l'État profond. Alors, voilà, donc Mueller dépose son rapport. Le rapport, je vous dirais, essentiellement exonère Trump. Trump, on sait pourquoi il a gagné, parce que Hillary était une très, très, très mauvaise candidate. Elle s'effondrait à tout bout de champ. Elle avait des problèmes de santé. On l'a vu, je veux dire, en direct. Tu sais, quand les espèces de spasmes à la tête, on a vu, elle s'est effondrée le jour lors de la commémoration du 11 septembre. Elle racontait, elle invectivait les Américains, elle a accusé les Américains d'être un basket of deplorables, tu sais, le petit peuple, là, un peu comme Dom Moret qui pointait le petit peuple. Là. Elle a vomi sur l'Américain moyen. Il y a une série d'erreurs incroyables. C'est pour ça qu'elle a perdu. Et que Trump, lui, alors que le pays s'en allait à la dérive, proposait un redressement majeur des États-Unis. C'est simple, c'est pas... il y a des analyses aussi dans les services de renseignement comme Stratfor qui indiquent que lorsqu'un candidat populiste se présente, il gagne ses élections. C'est ça qu'on a vu un peu partout en Occident. Même avec la CAQ. La CAQ qui est un peu mi-figue, mi-raisin, mais qui a quand même été le parti le plus populiste qui s'est présenté au Québec. S'il y avait eu plus populiste que la CAQ, ce serait probablement ce parti-là qui serait rentré. Bon, voilà. Alors, ici, là c'est ça. Bon, ce qui est intéressant, c'est que... là, je vais peut-être prendre le temps de regarder si mon son est correct. Il y a des gens qui me disent des fois si mon son va mal. OK, ça a l'air d'être correct. Donc, c'est ça. Alors là, Mueller, qu'est-ce que Mueller a fait? Moi, je l'ai expliqué que Mueller travaillait pour Trump. Trump a rencontré Mueller le jour avant qu'il soit nommé coroner en chef. Je l'ai expliqué ici. Je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, dans le vidéo d'il y a 1 an et dans celui-là ici, Trumpologie 101, le rapport Mueller. Trump a rencontré Mueller et lui a dit, regarde, on a tout sur toi. On sait que tu es un corrompu. Tout le monde sait que Mueller est un corrompu. Sean Hannity l'a dit à Fox News, Dan Bongino. Tout le monde le disait que Mueller était un corrompu. Ben oui, quand Trump aussi le savait. Il y a tout le dossier Mueller. Il a accès au dossier de la NSA puis tout ça. Il est en contrôle de la Dead Star, comme on dit. Là. Il n'a pas fait comme Luke et Han Solo. Il n'est pas allé faire exploser la Dead Star. Il a pris le contrôle de la Dead Star, puis là, il l'utilise contre l'État profond. Alors, Mueller, qui a eu le choix, on lui a offert un deal, c'est-à-dire soit tu collabores, ou soit tu fais face à la peine de mort. Alors, Mueller, en tant qu'ancien Marine, a choisi de reprendre du service pour le président. Et il s'est activé pour donner l'illusion d'être... parce qu'il devait être crédible en tant que méchant. Vous comprenez cette histoire-là? Mueller se devait d'être crédible en tant que méchant. Fait qu'il il a nommé une équipe de démocrates, des personnes anti-Trump dans son équipe. Alors ça lui a donné de la crédibilité. Tout le monde chialait. Alors pourquoi Mueller a nommé telle personne dans son équipe? C'est tous des anti-Trump. Il est totalement biaisé partiel. Ben oui, il fallait que ce soit comme ça pour rassurer le Deep State. Et là, on va en parler ici avec John Brennan, qui, il y a encore 2 semaines, pensait que Mueller allait avoir la peau de Trump. Alors, ils les ont bien eus. Ils les ont bien eus. Et comment on est capable de piéger des espions? John Brennan, c'est un espion. C'est un chef de la CIA. Comment on piège un espion? Il faut être vraiment intelligent. Il faut jouer du billard à 3 bandes. Il faut être un joueur d'échecs à 4 dimensions, presque. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est piéger les espions, là. Alors, donc, les rassurer en mettant dans son équipe des coroners anti-Trump, en faisant des raids. Il a fait un raid sur l'avocat de Donald Trump, Michael Cohen. Il a brisé le privilège, la confidentialité du client et de l'avocat. Il a accusé tout le monde de petits mots. Il a été chercher comme Al Capone, on l'a saisi, on l'a arrêté sur, je pense que c'est Postal Stamp Fraud. Il avait pas payé ses timbres. Al Capone, le chef de la mafia à Chicago, là, sur les timbres impayés. Postal, une infraction au code postal. Le code de la poste. Et là, c'est ça que Mueller faisait avec toutes les personnes autour de Trump, sauf la famille de Trump, là. Il les accusait pour des affaires qui n'avaient rien à voir avec la collusion avec la Russie.
Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Hein, je répète, il n'y a personne qui a été accusé d'aucune façon que ce soit, de près ou de loin, pour avoir s'être racoquiné avec la Russie. Il n'y a pas l'ombre d'une brindille de preuves qu'il y a eu quelque collusion que ce soit avec n'importe qui. Toutes les personnes qui ont été accusées par Mueller ont été accusées sur des peanuts, comme on dit au Québec. Okay? Sur presque rien. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Trump va les pardonner, évidemment. Michael Flynn va être pardonné. C'est pour ça que sa sentence... Hein, vous regarderez mon vidéo « L'affaire Michael Flynn ». J'explique très bien pourquoi Mueller l'a récompensé. Il a dit qu'il collaborait bien avec d'autres enquêtes. Il lui a pas donné il a suggéré pas de prison. Vous voyez, tout ça tombe en place, là. Tout ça tombe en place que Mueller travaillait pour Trump. OK? Pas de peine de prison. Et là, Trump va... Étant donné que toute cette histoire-là était une machination démocrate, Trump a en main tous les dossiers d'écoute électronique. Vous comprenez qu'il y a la preuve de la trahison. Il y a déjà la preuve de la trahison. Alors là, l'État profond a donné son coup, a frappé le plus fort qu'il pouvait sur Donald Trump. Ça n'a rien donné avec cette enquête Mueller-là, parce que Mueller, c'était une arme C'était rien, c'était un couteau en plastique. Hein? Il leur a donné un couteau en plastique. C'est ça que Trump a fait. Vous comprenez? Il a donné les armes à l'État profond. Il leur a fourni les armes pour l'attaquer. Il s'est arrangé pour que Mueller soit nommé pour enquêter sur lui. Hein? Il a enlevé l'enquête des mains du FBI, il l'a mis dans un coroner spécial Mueller. Pour se faire attaquer par Mueller, c'est un couteau en plastique. C'est ça qui s'est passé. Ou il a donné le fusil. Tu sais, dans les films, tu vois ça, des fois, là, à la fin du film, le méchant prend le fusil puis il tire sur le... Puis il n'y avait pas de balles dedans ou il y avait des balles à blanc. C'est ça la fin du film ici. OK? Alors là, Trump va pardonner tout le monde et ce qu'il va faire, c'est qu'il va déclassifier les mandats d'écoute électronique puis il va montrer toute la trahison. OK? Il va montrer toute la trahison des hauts échelons de l'administration Obama. Voilà, alors il va révéler aussi que toute cette histoire de collusion, en fait, la vraie histoire de collusion, c'est entre les médias qui savaient pertinemment bien, j'en ai parlé je pense que c'est dans la trahison médiatique, je pense que c'est ici, ouais. J'en ai parlé ici, j'explique de quelle façon les médias, et encore une fois, c'est sorti aux Nouvelles américaines, de quelle façon les médias savaient, pour beaucoup de médias comme le Washington Post, etc., CNN, je pense, il y a beaucoup de médias qui savaient que cette histoire de collusion avec la Russie était complètement fausse parce qu'on leur avait coulé les mandats d'écoute électronique, là, les justifications, puis ils ont reçu des documents qui montraient que c'était complètement bidon, mais ils ont quand même poursuivi avec cette histoire de collusion avec la Russie. Alors, qu'est-ce que ça fait d'eux? Ça fait d'eux des co-conspirateurs dans la tentative de destitution d'un président démocratiquement élu. Vous comprenez? Alors qu'il y a des personnes dans les médias qui vont se retrouver devant les tribunaux ici. Hein? Et tout ça, encore une fois, ça a été fait pour piéger les médias, parce que les médias, pour beaucoup, sont l'ennemi du peuple. Okay? On va le voir ça encore un peu plus loin. Alors, une dernière chose sur cette histoire de collusion, je veux dire, le rapport Mueller, parce qu'il est 16, je regarde toujours mon temps, c'est toute l'arnaque de QAnon. Tu sais, il y a des gens qui me posaient la question, c'est quoi le décompte? Hein? QAnon a fait un décompte, a lancé un décompte il y a à peu près un mois, et ça se terminait mardi dernier. Hein? Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses? Là? Qu'est-ce qui a été coulé secrètement? Il a été coulé que le rapport Mueller était censé être déposé pas vendredi avant-hier, vendredi il y a une semaine. OK? Vendredi le 15. Et c'est même John Brennan ici qui, en entrevue à MSNBC, disait, il affirmait avec certitude que le rapport serait révélé le 15. Parce que le 22, c'est The Ides of March. Je pense que c'est le jour où est-ce que Jules César s'est fait assassiner, et c'est quelque chose que, symboliquement, ça se fait pas déposer un rapport. Il était certain que Mueller allait déposer son rapport le 15 et que ça allait être un rapport dévastateur qui allait accuser le président. Pourquoi il était certain que ça allait être un rapport dévastateur? Bon, parce que Mueller est dans leur gang, mais aussi parce que si Mueller ne lâchait pas une bombe nucléaire sur Trump, c'est tout l'État profond qui allait faire face à des tribunaux militaires, à la peine de mort, dont lui. Donc, il y avait juste une option. Hein, que cette histoire de collusion avec la Russie soit fondée ou non, Mueller devait inventer quelque chose, devait faire quelque chose pour stopper Trump. Or, il a fait faux bond à sa gang de l'État profond, comme lui, Brennan,
et il a blanchi le président. Le président qui avait été blanchi en passant à plusieurs reprises. Il avait été blanchi en février dernier. Il avait été blanchi à l'été. Le département de la justice avait dit que Trump n'était pas sous enquête, mais en tout cas, ils y croyaient encore. Alors, ils y croyaient encore et donc c'est ça. Brennan qui annonçait que le rapport allait être déposé le 15. Il en était certain, il l'a annoncé à la télévision. Imaginez comment il faut être certain. L'ancien directeur de la CIA, il a ses sources, le rapport va être déposé le 15. Et, ben, qu'est-ce qui s'est passé le 15? Hein? Ben, il y a eu la fusillade à Christchurch. Hein? Hey! Ben oui, c'est un hasard. La fusillade à Christchurch, hein, le 15. La dernière fois, quand Trump avait... Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient sur QAnon l'année dernière, il y avait ce hashtag sur Twitter qui roulait « Release the memo ». Release the memo, le mémo Nunez. Il y avait une espèce de gros build-up pour rendre public le mémo Nunez. Et au moment où est-ce que Trump était sur le point de rendre public le mémo Nunez, qu'est-ce qui s'est passé? La fusillade dans l'école à Parkland. Alors, à chaque fois, à chaque fois qu'ils sont sur le point de révéler des informations dévastatrices sur l'État profond, il y a une fusillade pour changer le cycle médiatique à quelque part. C'est arrivé à 2-3 reprises, en fait, je ne me rappelle pas tous les événements, et Q l'annonce. Q avait annoncé, dans mon dernier web journal, je l'avais montré, là, Q a annoncé qu'il y en avait une fusillade qui s'en venait. Hein? Alors, c'est ça. Et là, Q qui a posté récemment, qui dit... pourquoi il pensait que ça allait être le 15, mais là, c'est ça. Pourquoi le countdown a rien donné? C'est pour leur faire dépenser leurs ammunitions, leur faire dépenser leurs agents, leur faire frapper dans le vide. Là, le 15, il y a eu j'allais dire ce false flag-là, mais il ne faut pas dire ça. Hein? Il y a eu cette fusillade, et c'est un coup d'épée dans l'eau. Le rapport a été remis une semaine plus tard, et il exonère Trump et il va probablement être dévastateur. Je veux dire, il va peut-être nommer des noms. Le rapport va peut-être nommer des noms. Des vrais noms du côté démocrate. Voilà. Alors, l'État profond qui s'est fait complètement avoir ici. Vous comprenez que, voilà, ils pensaient que ça allait sortir le 15. Ils l'ont sorti le 22. Une semaine plus tard. La fusillade a été pour rien, ça n'a pas été capable de changer le cycle médiatique. Voilà. Alors là maintenant, ça va être aussi... Trump, c'est un counter-puncher, comme on dit. Hein? C'est-à-dire, tu lui donnes un coup, ben, il se retourne puis il frappe 10 fois plus fort. Là, ça va être le temps de voir qu'est-ce qui va se passer avec la réponse de Trump, la déclassification, les rapports de l'inspecteur général du FBI, du département de la justice. Tout ça va commencer. C'est le premier domino, comme j'ai dit, à tomber. Et là, ça va être une cascade... Les mises en accusation sous scellé vont être ouvertes, etc. Voilà. Alors, des jours intéressants. Je veux juste signaler, encore une fois, que les journalistes et les spécialistes ont eu tout faux depuis 2 ans. Ils nous ont vendu cette histoire de collusion avec la Russie. Hein, c'était de la propagande. Ils sont... tu sais, comme j'ai dit dans Trumpologie 101, là, ils ont... ou c'était l'autre, là... Ils participent aux opérations de l'État profond pour déstabiliser le président, pour préparer la population à un coup d'État contre Trump. Hein. Ils ont adouci le cuir, ils ont ramolli le cuir, hein, la population, pour les préparer à un coup d'État contre Trump. Et c'est ça que beaucoup d'ambassadeurs disaient à l'extérieur. Hein, les ambassadeurs qui disaient partout, là, vous vous rappelez, Obama qui passait en arrière de Trump, John Kerry qui passait dans ses voyages en arrière de Trump pour dire à tout le monde... Il y avait une espèce de diplomatie parallèle. Inquiétez-vous pas, Trump n'est pas là pour longtemps. C'est ça qui s'est passé. Ça, c'est de la trahison aussi, OK? Alors là, maintenant, c'est au tour de Trump de frapper. Ça va faire mal, je vous le garantis. OK? Voilà. On passe à l'opération de com suivante, parce que c'est une après l'autre, hein, les opérations de com. Là, c'est cette histoire du hijab, là, bon... J'en ai parlé un peu lors du dernier web journal, mais le son était tellement mauvais que je voudrais juste ramener certains des propos que j'ai tenus la dernière fois et approfondir un peu. Alors, il y avait vendredi le 22, c'était le Hijab Day. Hein, They are us, we are one. C'est une opération de com'. C'est une opération menée par l'État néo-zélandais et ses tentacules dans les médias. Les médias qui ne sont pas ici les gardiens de la démocratie, on s'entend bien, ils participent
il participe aux opérations de l'État profond. La Nouvelle-Zélande, hein, qui est un des derniers bastions de l'État profond, c'est là que Hillary est allée obtenir de l'information il y a à peu près 1 an. Hein. Elle a fait un voyage en Asie, elle s'est arrêtée en Nouvelle-Zélande parce qu'elle a accès, en Nouvelle-Zélande, elle a accès à certaines bases de données de ce qu'on appelle les Five Eyes, les 5 yeux, hein, qui sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis et l'Angleterre. C'est comme les pays, disons, comme anglo-saxons, là, qui sont les héritiers du projet Échelon, le projet d'espionnage Échelon, et qui partagent l'information. Donc, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., ont accès à des informations qui sont dans la base de données de la NSA. Alors, quand Hillary Clinton va en Nouvelle-Zélande, c'est pour avoir accès à ces informations-là. Même chose quand John Podesta va là-bas, il est supposé faire un tour pour faire des discours. Non, c'est pas ça. C'est pas pour aller faire des discours. C'est pour organiser des événements comme celui-là et aussi pour avoir accès à des informations parce que le gouvernement de Nouvelle-Zélande collabore. Comme je dis, c'est un des derniers bastions de l'État profond. Okay? Alors là, ici, la première ministre qui s'est fendue d'un hijab et il y a eu plus que ça. Il y a eu les présentatrices télévision qui l'ont fait aussi. Imaginez ça, hein, Céline Galipo qui porte le hijab, Sophie Thibault avec le hijab, toute la gang, Anne-Marie Dussault, tout le kit, là, c'est ça. Une opération de propagande comme on n'en a jamais vu pro-hijab. OK? C'est proprement scandaleux. Ça, évidemment, on ne viendra pas dire après ça que les journalistes sont neutres, n'est-ce pas? Là, ici, ce que je voulais dire, en fait, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que c'était une opération de manipulation sémiotique. Hein? C'est on pourrait dire du branding en langage commun. Ils essaient de transformer la valeur symbolique du hijab. Alors, c'est quoi le hijab? Pour nous, en Occident, ça a toujours été symbole de l'oppression de la femme. On s'entend là-dessus. Je pense que 80-90% des Québécois vont s'entendre sur le fait que le hijab, c'est un symbole d'oppression. Ça vient avec un package de propositions sur la femme qu'on a répudié ici en Occident. Okay? Sauf que là, c'est une opération de rebranding. Comme Nike, là. Hein? Le logo est pas beau, on n'aime pas le logo du hijab, eh bien, on essaie de lui associer une nouvelle tournure. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est de l'associer à la compassion et à l'empathie. Hein, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire, là. Hein, la compréhension, la compassion, l'empathie, la solidarité. Hein, le hijab, c'est la compassion et la solidarité. Vous comprenez? C'est ça le nouveau branding du hijab. C'est ça qu'on essaye de faire dans les symboles. C'est ça que je fais c'est ma spécialité, c'est les symboles. Alors, c'est ça qu'on fait. Il y a une substitution de l'ancienne valeur, puis on essaye d'attribuer une nouvelle valeur au hijab, celle de la compassion, de l'empathie, de la compréhension, de l'ouverture à l'autre, blablabla. Alors que c'est pas ça du tout. Hein. Regardez ça ici. Là. Vous voyez les femmes en Nouvelle-Zélande qui portent le hijab puis qui font le symbole, là, le symbole des djihadistes comme ça, là. Tu vois tous les djihadistes toujours comme ça, là. Hein? Il n'y a qu'un Dieu, Allah et Mahomet et son prophète, etc. Alors, ils se sont fendus de ça. Ils ont collaboré. Et ça me faisait penser et ça prend un événement comme ça, hein, parce que là, après ça, on est capable... Là, cette opération de com'-là s'adressait surtout aux femmes. Ça ciblait les femmes. Hein? On essaie on cible les femmes. On sait que les hommes ont été ciblés. Les hommes n'ont pas été ciblés. Les hommes ont été abattus en Occident. Les hommes ont été castrés. On nous a parlé de masculinité toxique. On nous a, à l'école, dès qu'un petit garçon fait quelque chose bouge un petit peu trop, c'est Ritalin tout de suite, ou c'est comme, dès qu'il fait du pow-pow, moi, mon fils, il a fait un pow-pow, puis on lui a collé une retenue. Dès que c'est un peu turbulent, on a castré les garçons. On s'entend là-dessus, là, qu'ils n'ont plus le droit de bouger, qu'ils n'ont plus le droit d'être des garçons. Il faut qu'ils soient des petites filles comme les autres. Maintenant, alors, qu'est-ce qui restait à faire? Étant donné que les hommes sont sortis du portrait, hein, puis qu'ils sont plus là pour défendre le territoire comme jadis, on s'attaque aux femmes. Ben, on cible les femmes. Et ça m'a fait penser à cette histoire du petit garçon. Hein, vous vous rappelez, là? Ça, ici aussi, on a ciblé les femmes. Vous vous rappelez ce petit garçon, Ilan, je pense, il était mort sur les plages de Turquie. C'est une histoire bien triste, là, mais on a utilisé ça, c'est une opération de com', alors qu'on montre jamais les morts nulle part. Vous comprenez qu'on montre jamais les morts nulle part, sauf quand ça sert la cause. Hein? Tous les Allemands, les Français, les Anglais qui se sont fait hacher, au couteau, à la bombe en Europe depuis 3-4 ans, à cause que les djihadistes sont revenus,
on n'a jamais montré de photos d'eux autres. Sauf que le petit Ilan, lui, on a montré sa photo parce qu'on voulait provoquer une réaction émotive dans la population. On voulait que, surtout une réaction maternelle ici. C'est pour ça que l'image... C'est quoi la valeur de l'image? Ben, c'est un petit garçon. Et là, c'est comment je peux dire? L'instinct maternel qui est appelé ici. Comprenez comment on manipule les gens par les émotions, et certaines émotions en particulier. Alors ça, c'est devenu un symbole, ce petit garçon-là, justement, Et ce que ça a provoqué, c'est beaucoup de ces femmes qui, on en a vu beaucoup, il y a eu des hommes aussi, là, mais beaucoup de ces femmes qui disaient juste après ça, là, Refugees welcome. C'est ce qui a ouvert le flot, je veux dire, de migrants. Au début, c'était des Syriens, puis après ça, c'est devenu toute la planète, qui sont rentrés en Europe, les millions qui sont rentrés en Allemagne en 2015. Et là, tu avais toutes ces hurluberlus qui disaient Refugees welcome, en Suède, partout en Allemagne. Et après ça, ils l'ont regretté parce que les taux de viol et d'agression sexuelle, hein, comme le soir, le jour de l'an à Cologne, etc., ont explosé partout en Europe. Ben oui, tu fais rentrer 90% des hommes en âge de se battre, en âge de faire leur service militaire. Ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas de défoulement, etc. Puis ils sont dans un pays où est-ce que toutes les femmes, c'est des impures. Fait qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Religieusement parlant, là, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Fait que, c'est pas un bon mélange. Mais Angela Merkel a pensé que c'était une bonne idée de faire ça. Hein? Alors, ils ont obtenu l'assentiment de la population en allant chercher l'instinct maternel. Et là, c'est ça qu'on fait ici. On appelle à la compassion des femmes, etc. OK? Vous comprenez? Alors, ça, c'est ce que j'avais à dire sur Christchurch. Maintenant, c'est quoi le hijab? Vous comprenez que c'est une horrible manipulation de la part des médias. Encore une fois, les médias, hein, comprenez que ce sont des agents ici rendus là. Je ne sais pas si je me répète. Là. C'est ça le symbole du hijab. Le symbole du hijab, c'est ça. C'est ça qu'ils auraient dû montrer à la télévision. C'est ces milliers et ces milliers d'attaques à l'acide sur les femmes qui refusent, et je m'excuse de montrer ces images-là, mais il faut à un moment donné contrer la propagande des médias, de ces présentatrices télé qui se couvrent. Alors là, ici, on a des femmes qui ont refusé de se couvrir et qui ont subi des attaques à l'acide. Hein? C'est ça le hijab. C'est ça le hijab. Répétez-vous ça. C'est ça le hijab. C'est pas la compassion, l'empathie, l'ouverture à l'autre. C'est une mauvaise entreprise de rebranding du hijab. C'est ça le hijab. C'est l'asservissement de la femme. C'est ça. OK? Et c'est un gros pied de nez que l'État profond fait à toutes ces femmes dans le monde qui se battent pour se libérer du hijab. Rappelez-vous cette Iranienne, hein, c'est devenu le symbole, ça. Les Iraniennes qui essaient de se débarrasser du hijab, ils sont obligés de le porter là-bas. Dans plusieurs pays musulmans, ils sont obligés de le porter. Alors, partout, hein, en Algérie, les femmes qui se libèrent, qui revendiquent le droit de s'habiller comme elles veulent. Voilà. Alors, c'est ce qui me fait dire qu'en Occident, on est en train de retourner dans une espèce de noirceur. Pas retourner, parce que j'aime pas dire ça, mais on fonce vraiment vers de l'obscurantisme. Et ils nous vendent l'obscurantisme à grands coups de compassion et à coups d'empathie. Ils nous font accepter l'inacceptable, hein, en jouant sur nos bons sentiments. C'est ça qui est épouvantable là-dedans. C'est ça la saloperie incroyable de l'État profond. Voilà. Alors, ne tombez pas dans le piège. Le hijab, c'est pas un symbole d'ouverture à l'autre, etc. Il faut refuser ça de A à Z. Alors, on va passer à la prochaine. Là, ici, il y a il est déjà les 31. Hein, je me suis épanché massivement sur ces deux dernières nouvelles. Alors, cette marche, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette marche, ces marches contre le racisme à Québec et à Montréal? C'est complètement farfelu. Écoutez, regardez ici, là, vous n'êtes pas écœurés d'être raciste, bande de caves. Imaginez ça, là. Imaginez que vous immigrez dans un pays. Moi, j'immigre en Algérie, mettons, ou au Maroc. Puis là, ils me laissent pas, les mœurs de la société marocaine ou algérienne font en sorte que normalement, on se promène pas, je sais pas, là, whatever. Je sais pas
on n'agit pas d'une certaine façon. Et là tu sais, les normes sociales m'interdisent certaines choses. Et là, que je manifeste et que je dise, vous n'êtes pas écœurés d'être raciste, bande de caves, dans le pays qui vient de m'accueillir. Vous comprenez qu'il y a quelque chose d'être immigré dans un pays, puis d'accueillir, d'accuser la population locale d'être des racistes, ça n'a pas d'esti de bon sens. J'arrive même pas à concevoir ce manque de mesure. Ces gens-là sont... tordus. Hein? C'est quoi le mot? Hein? C'est tordu. Et là, ici, on a... C'est qui? Je me rappelle pas son nom. C'est le directeur de la mosquée de Québec, ici, qu'on voit, qui tient cette banderole-là. Là. Je n'ai pas mes lunettes, je peux pas voir... Je me rappelle plus, là, c'est quoi son nom? Pas Bouteflika, mais whatever. Qui tiennent cette banderole-là. Ici, on les a vus à Montréal. Hein, ça a été pris, c'était sur Twitter tout à l'heure. On a vu, là, on voit le peloton. C'est à peu près 200-250 personnes. Là. C'est tous les mêmes. Hein? Des gens qui, tu sais... En France, je sais qu'il y a une statistique, hein, c'est que... En tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas varger trop fort non plus. Hein. C'est ça le truc, là. On s'emporte des fois, puis on dit « Ouais, j'aurais peut-être pas dû. » Mais écoutez, là, tu sais, ces gens-là... Quand c'est rendu que tu accuses la population locale de racisme, etc., c'est que tu veux pas t'intégrer. Ces gens-là s'intégreront jamais. Les gens qui tiennent la banderole puis qui manifestent, c'est des gens essentiellement là, qui ne veulent pas s'intégrer puis qui s'intégreront jamais. Pour que des gens... On aurait pu avoir une immigration qui réussisse au Québec et dans d'autres pays occidentaux. Mais pour que l'immigration réussisse, il faudrait que les personnes qui immigrent ici finissent par dire, après quelques années, après avoir envoyé leurs enfants à l'école, là, nos ancêtres, les coureurs des bois, hein, nos ancêtres, les colons français, il faudrait qu'on ait comme un tronc commun, que tout le monde dise nos ancêtres... ceux qui ont bâti le Québec. Hein? Il n'y a aucun respect pour les bâtisseurs du Québec chez ces gens-là. Ils viennent ici, puis ils bénéficient de tout. Hein? Ils font venir leurs parents, etc., qui n'ont jamais contribué à l'aide sociale, tout ça, puis ils utilisent le système médical, mais rien, aucune gratitude. C'est épouvantable. Je suis scandalisé. Okay? Puis quand j'ai ces sentiments-là, comme avec Moret, là, ça part des fois, ça part dans tous les sens. Alors, je vais faire attention à ce que je dis, mais je trouve ça odieux. Disons que c'est ça l'expression, odieux, que des gens puissent venir ici et nous accuser, les Québécois, de racisme, alors que, tu sais, on leur a tendu la main, on aurait aimé qu'ils s'intègrent, là, ils nous crachent en plein visage. C'est assez fort de café, merci. Et puis, une dernière chose là-dessus. C'est qu'ils revendiquent, sur la charte des droits, ils n'arrêtent pas de revendiquer le droit de ci, le droit de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle dans l'islam le djihad juridique. Okay? Je l'ai déjà expliqué, il y a plusieurs formes de djihad. Il y a le djihad avec les armes, il y a le djihad démographique. Hein, ça, c'est quand leurs femmes ont comme 7-8 enfants, alors que nous autres, on a, nos couples ont 1,6 enfants par femme, par couple. J'aime pas dire par femme, c'est par couple. Et on entend leurs imams le dire, il y en a beaucoup, il y a des dizaines de clips qui disent l'Europe est finie, juste avec notre démographie, dans 50 ans, on prend l'islam, l'Europe va être islamique. Alors, il y a un djihad démographique, il y a aussi un djihad juridique, c'est-à-dire de retourner la règle de droit en Occident contre les peuples locaux. Et c'est-à-dire utiliser la Charte des droits contre nous autres. Hein, abuser de la Charte des droits contre la société d'accueil. Et là, ce que je veux dire que... il y a Milton Friedman, j'ai oublié de mettre la citation ici, j'ai celle de De Gaulle, mais il y a Milton Friedman, l'économiste Milton Friedman, qui disait que tu ne peux pas avoir des frontières ouvertes et un État-providence. Okay? C'est-à-dire qu'un État-providence, ça fonctionne seulement... C'est un État où est-ce que tu as un système de santé gratuit, etc. Ça fonctionne seulement quand tu commences à payer, quand tout le monde contribue, c'est-à-dire dès que tu commences à travailler, tu commences à payer des taxes, puis tu contribues toute ta vie, puis éventuellement Alors que là, ici, c'est pas ça. On fait venir des gens qui sont souvent âgés, etc., des gens qui n'ont jamais contribué, Et donc, on ne peut pas avoir un État-providence avec des frontières ouvertes et de l'immigration de masse, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'ils ont aux États-Unis. Hein. Donner des chèques à tout le monde, comme on fait, tu te présentes au chemin Roxham, puis on te donne un chèque, ça ne peut pas fonctionner. C'est Milton Friedman qui le dit. La deuxième chose qu'on ne peut pas avoir, c'est
une charte des droits dans une société multiculturelle, parce que ça annonce la fin de la société. Une charte des droits, ça peut fonctionner. Une charte des droits et libertés, normalement, c'est utilisé pour garantir certains droits aux citoyens contre le gouvernement, contre certains abus gouvernementaux. Hein. Ça vient de la Magna Carta anglaise. Mais quand, dans une société multiculturelle, quand il n'y a pas... c'est-à-dire qu'une charte des droits, ça présuppose qu'il y a déjà un ciment qui tient les gens ensemble. C'est-à-dire un ensemble de valeurs, de croyances, d'usages, de mœurs, de respect mutuel qui tient les gens ensemble. Alors, quand il y a déjà ce ciment social-là, tu peux avoir une charte des droits parce que la société tient déjà ensemble. Mais dans un contexte multiculturel, ce que la charte des droits fait, c'est qu'elle désagrège le ciment social et permet toutes les revendications des micro-groupes, comme avoir le kirpan à l'école. Tu es capable de faire sauter tous les consensus sociaux avec la charte des droits. Et éventuellement, ils vont le faire. Il va y avoir des Sikhs qui vont vouloir jouer au hockey avec le turban, puis qui vont remettre en cause les règlements de la Ligue nationale, qui vont dire c'est discriminatoire pour les Sikhs parce qu'ils ne peuvent pas jouer au hockey. Ils vont vouloir aller sur la glace avec le kirpan, leur couteau, puis ils vont être capables éventuellement de tout faire sauter les consensus de la société. Alors, il faut repenser complètement le droit en Occident, OK? Et le droit qui est utilisé contre les peuples occidentaux. J'en parle à plusieurs reprises. Il y a un vice profond avec le droit en Occident et les membres du barreau là, du Québec, le bâtonnier, etc., c'est tous des multiculturalistes du Parti libéral. Okay? Ils se sont fendus un rapport à la commission, quand il y avait des audiences sur les niveaux d'immigration, ils voulaient plus d'immigration. Il y a 2 ans, ils ont défendu le chemin Roxham. Non, c'est pas des illégaux, c'est tout légal. Ça. Fait qu'on utilise le droit. Moi, j'en ai parlé à Richard Lehir, hein, avant qu'il décède, on a eu un souper, et puis il avait posé la question, ou quelque chose, je me rappelle plus du contexte, mais il avait posé la question, comment ça se fait qu'on se fait fourrer? Je me rappelle plus. Puis là, j'ai dit, on est liés par le droit. Les mondialistes nous ont attachés par le droit, notamment le droit international. Il avait dit, c'est exactement ça. OK? Alors, il faut revoir en profondeur le droit en Occident qui est utilisé contre nous pour nous détruire. Alors, le principe principal, ça devrait être la survie des peuples et la pérennité des structures sociales. Si le droit détruit les structures sociales et détruit les peuples, il doit être revu. On s'entend-tu là-dessus? OK? Et c'est pas, là, ils vont crier à l'état de droit, c'est délétère. On est en train de se faire achever par le droit. Alors, il va falloir, à un moment donné, revoir un certain nombre de principes. OK? Et on va y aller avec, finalement, j'aurais pas le temps de parler de l'oratoire, on va y aller avec cette madame... c'est cette conseillère municipale hein, qui a écrit un tweet, même pas un tweet, c'est un message sur Facebook. C'est une conseillère municipale de la ville d'Anjou. Elle dit « Hier, j'ai dû subir un examen ophtalmique d'urgence. Qui était l'ophtalmologue? Une femme voilée. Grrr. Si ce n'était pas de l'urgence, j'aurais refusé de me faire traiter par elle. » Il y a plein de personnes à qui ça arrive. Hein? Beaucoup de femmes refusent de se faire soigner par un médecin homme, etc. Ça, c'est tout à fait accepté, hein? Surtout les femmes les musulmanes pratiquantes. Hein? Alors, je rage car c'est vraiment de l'islamisation de notre pays. On doit tout accepter, leur faire des accommodements raisonnables, etc., enlever notre crucifix, je ne suis pas croyante, etc., etc. Alors, elle a écrit ça, et là, évidemment, les médias lui sont tombés dessus. Elle a écrit, qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit ce que 80% des Québécois pensent. Elle a écrit vraiment... Moi je mets un défi, là. Pat Lagacé ou Jean-Marc Léger, faites un sondage sur le voile au Québec, ou l'immigration islamique. Faites un sondage, voir si vous n'allez pas obtenir des résultats à 80%, si c'est pas plus, 85-90% favorables à une réduction et ou un non catégorique au voile islamique. Alors, elle a dit, je les mets au défi, je connais personne qui défend ça, sauf des hurluberlus sur Twitter, le 5% de Québec solidaire. Alors, là, évidemment, là, les médias ont paniqué et là, je veux dire, s'en sont pris à elle. Là, TVA Nouvelles l'a convoqué hein, pour s'expliquer à LCN à 14h. Alors, la conseillère de l'arrondissement d'Anjou, Lynn Shand, plongée dans la controverse à la suite de propos sur les médias sociaux. Plongée dans la controverse. Comprenez que c'est pas du tout plongée dans la controverse. Tout le monde est d'accord avec ce qu'elle dit. Tout le monde est d'accord.
plongée dans la controverse selon le journaliste, là, plongée dans la controverse qualifiée d'islamophobe par l'opposition officielle, elle viendra s'expliquer à LCN. Alors, vous voyez, c'est ça. Donc, ça c'est le travail des journalistes, hein, c'est de faire passer l'islam alors qu'on n'en veut pas vraiment. Il y a une place pour certains musulmans au Québec, mais je veux dire, il y a un filtre qui doit être appliqué. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, toutes les croyances, surtout au vu du passif d'un certain islamisme. OK? Alors, et là c'est ça, les médias, ce qui m'a fait réagir, moi, sur Twitter. J'ai dit, hein, c'est vous, les médias, qui manufacturez de toutes pièces cette controverse. 80% des Québécois pensent comme elle. Et j'ai aussi dit, en parlant de cette tactique des médias, hein, la tactique traditionnelle des médias, isoler la proie du reste de la gang, hein, le reste de la population qui pense comme elle, et se mettre en gang pour achever la victime comme des hyènes. Alors, ils ont pris la madame, la conseillère, ils l'ont amenée au micro, et là, tu sais, là, c'est comme l'entreprise de démonisation. Hein, on essaye de la ridiculiser alors qu'elle pense comme tout le monde. Elle s'est sentie, je ne l'ai pas écouté son entrevue, mais elle s'est sentie probablement tout seule au monde alors qu'elle était dans la grande majorité. Les journalistes qui se comportent comme des hyènes. Les hyènes font ça exactement comme ça, hein, c'est-à-dire ils identifient une victime faible ou ils l'isolent, ils attaquent en groupe et ils partent avec. Alors c'est ça, c'est à ça que ça m'a fait penser. Hein? Et tout ça dans une vaste entreprise, hein, de tentatives. Ici, on a une autre nouvelle. Hein, le Canada considering forcing social media companies to remove extremist content. Alors, tu sais, des choses comme ça, ils utilisent ça pour censurer le peuple. Hein? C'est-à-dire que si on n'a plus le droit de dire ce qu'on veut sur les médias sociaux, ben c'est-à-dire que c'est juste la version journalistique qui va... c'est-à-dire que vous allez... La seule chose qu'on va entendre, c'est des histoires de hijab comme en Nouvelle-Zélande. Ça va être la propagande full pin. Vous comprenez? Qu'on aura pu... Si les gouvernements sont capables d'imposer ça, de la censure sur les médias sociaux, on ne pourra plus jamais se défendre. On pourra jamais... nous autres, on va lever les pattes Radio-Québec, on ne pourra plus jamais se défendre contre eux autres. OK? Heureusement, il y a quelqu'un aux États-Unis qui est en train de travailler à ça, hein, la censure sur les médias sociaux. Le président Trump qui a sommer les universités d'accorder la liberté d'expression. Et il va se passer exactement la même chose pour les compagnies de médias sociaux. David Nunes, comme je l'ai dit la dernière fois, qui poursuit Twitter, et ça va se passer avec Facebook, etc., etc., etc. Voilà. Alors, on souhaite bonne chance à cette madame. Et rappelez-vous, hein, c'est pas la première. Il y avait la conseillère aussi de Gatineau, hein, qui avait dit « L'islam a de la misère à s'intégrer ». Elle a dit tout haut ce que 80% des Québécois pensent tout bas. Hein? On l'a vu, ils sont dans la rue, là. Il y en a qui s'intègrent bien, OK? Mais c'est pas vrai que ça se fait sans heurts dans tous les cas. On s'entend? OK. C'est une vérité... j'ai rien dit de spécial ici, OK? Il y a un problème d'intégration. Ici, il y a de l'exclusivisme, disons ça. Hein? Et c'est pas juste au Québec, c'est partout dans le monde. C'est-à-dire, on reste dans la communauté, on a nos règles, nos affaires, notre façon de voir, puis les autres sont pas nous autres, les autres sont impurs, puis il y a beaucoup de ça là-dedans, OK, en islam. Alors, voilà. Alors, ça complète cette édition du Web Journal de Radio-Québec pour le 24 mars 2019. On va prendre un instant pour aller lire vos commentaires sur Facebook et sur Twitter. J'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui. Disons, peut-être j'en avais lourd sur le cœur ou quelque chose comme ça. Dan Itself, Alexis, fais attention. M103, ouais, ben, on va tester ça. On va voir. Quoi d'autre? Oui, c'est ça, c'est qu'ils pourront pas produire leur nouvel ordre mondial sans censurer les médias sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ils veulent une population désarmée, ils veulent des moutons qui sont pas capables de s'exprimer, ils veulent être capables de contrôler la façon dont on pense, manipuler nos symboles, hein, manipuler nos émotions avec les médias, puis dès que quelqu'un comme pointe du doigt l'éléphant dans la pièce, ils veulent pas que les gens pointent du doigt l'éléphant dans la pièce. Quoi d'autre? Mueller n'a pas complètement exonéré Trump. Il n'y a rien trouvé. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a rien. C'est une balle à blanc. S'il tire quelque chose, c'est une balle à blanc. Ça va faire peur, ça va rien faire.
Parle de l'agression à l'oratoire. Bon, ben, j'ai pas grand-chose à dire sur l'agression à l'oratoire. Il y a Lise Ravary, je l'ai pas, je l'ai dessus ici, ouais, je l'ai ici. Lise Ravary, on va la féliciter quand elle sort un bon texte. Hein. Elle a pondu un bon texte ici. Le carnage des chrétiens partout dans le monde, dans le silence médiatique complet. Ah, bravo Lise Ravary. Quand elle en fait des bons, je la souligne. Ça y arrive une fois de temps en temps d'en faire des bons, disons. En tout cas, pas souvent, mais ça y arrive, puis on le souligne. Mais c'est ça, donc elle dit, comme ce que je retweetais, comme ce que j'ai posté sur Facebook, il y a un carnage de chrétiens partout dans le monde. Les islamistes massacrent les chrétiens partout, et ça se fait dans le silence absolu des médias. Dans le silence, il n'y a aucune indignation. Mais on sait pourquoi, hein, c'est parce qu'ils sont là pour faire passer le message. Imaginez, si les présentatrices télé se mettent le voile, hein, c'est sûr que ils sont pas là pour... ils sont pas objectifs. Alors, allez lire ce texte-là, ça vaut la peine. Donc, c'est quoi, 84 000 morts? L'islam produit 84... Les islamistes ont fait 84 000 morts dans le monde en 2017. J'ai retweeté le message. C'est assez... Il y a des raisons de se poser des questions, surtout quand l'État islamique, hein, a annoncé en 2017, quelque chose comme ça, qu'il allait infiltrer à travers les réfugiés, qu'il allait infiltrer, qu'il allait envoyer des agents dormants parmi les réfugiés en Europe et en Amérique. Alors là, on est comme... on est vraiment... on n'a pas le droit de se questionner. Voilà. Il faut vraiment être ce qu'on dit en anglais, des sitting ducks. On n'a pas le droit de se questionner. Voilà. Autre chose. Oui, ça, une autre chose à l'oratoire, ce qui était intéressant, c'est que si vous avez vu la vidéo, le gars, on dirait qu'il... Qu'est-ce qu'il essaye de faire exactement, là? Il s'approche du prêtre, il donne un coup, le prêtre tombe, le prêtre se relève après, le gars s'acharne pas, le gars, il n'y a pas de vitalité, on dirait, tu sais, puis il se fait maîtriser rapidement par les personnes dans la salle. Il donne un coup, il se relève, il se retire. C'est pas comme ça que tu tues quelqu'un, là, chose. C'est pas comme si je le savais, mais... En tout cas, il n'y avait aucune conviction dans l'acte, disons. OK? Aucune conviction dans l'acte. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Je ne sais pas trop quoi en penser. OK? C'est sûr que les médias n'ont pas beaucoup parlé. Voilà. Quoi d'autre? Sur YouTube, qu'est-ce qui se passe sur YouTube? Il y a sur Twitter aussi. Je devrais aller sur Twitter, sur Periscope. C'est juste que en début d'émission, je suis toujours stressé, puis j'oublie toujours d'aller vérifier. Puis mettez-moi vos questions dans les commentaires, ceux qui regardent sur Twitter. Commentez la vidéo dans le feed. Après ça, je vais aller vous lire puis vous répondre. 420 visionnages en cours sur YouTube. 420! Wow! Ça, c'est un record pour Radio-Québec. Là. 422! 421. OK. Good. Quoi d'autre? Web Journal demain. Non, les web journaux maintenant, c'est les jeudis et les dimanches. Les jeudis et les dimanches, Benoît. Jeudi et dimanche, tous les web journaux. Sur Facebook, c'est sur la page de Radio-Québec. Je ne les partage pas tout le temps. Alors, abonnez-vous à la page de Radio-Québec et vous allez recevoir la notification quand je pars le direct. Oui, c'est ça. Hein? En Nouvelle-Zélande, ils ont interdit toute image de la vidéo. Ils ne veulent pas qu'il y ait de l'analyse. Les serveurs, les compagnies d'informatique, les compagnies d'Internet qui retransmettent la vidéo, qui permettent la retransmission de la vidéo, font face à des amendes. Ils ne veulent pas qu'on voit ce qui s'est passé exactement. Il y a des choses... Moi, j'ai vu une vidéo de l'intérieur de la mosquée quelques instants après la fusillade, genre 2 minutes, 3 minutes après la fusillade. C'est les mêmes personnes, on les voit, c'est les mêmes personnes qu'on a vues sur les images. Et c'est tout à fait étrange. Je comprends tout à fait pourquoi ils veulent pas qu'on voit ça. 420 sur YouTube, 170 sur Facebook. Donc, avec Periscope, plus de 600. Ben oui, redit le Cid, c'est pouce bleu, go et partage. On va essayer de battre des records. Voilà. Oui, c'est ça. Hein, ouais, voilà. Quoi d'autre?
QAnon parle-t-il de certains suicides à venir? Ben là c'était la grosse affaire avec... Non, il a parlé de... Si vous allez sur qanon.pub, là, j'ai partagé le lien sur Facebook. Vous allez voir qu'il en a parlé auparavant. Mais normalement, quand ils sont sur le point de déclassifier quelque chose, l'État profond essaie de faire un événement pour divertir, pour faire diversion, pardon, pas pour divertir, non, certainement pas, mais pour faire diversion. Et ils le savent maintenant. Hein? L'équipe autour de Donald Trump, la Military Intelligence, le sait maintenant comment on perd l'État profond. Fait qu'il les appâte. Hein? Il leur dit, ben là, dans 30 jours, on va révéler quelque chose dans 30 jours. Ça va sortir dans 30 jours. Puis là, qu'est-ce qui se passe 28 jours après? Ben, il y a une fusillade à quelque part où il y a un événement, la mort d'un président comme Bush, hein, qui est elle aussi très suspecte. Pour faire changer le cycle médiatique, hein, les funérailles de Bush ont eu lieu le jour où est-ce que Hillary Clinton était supposée témoigner devant le Congrès le 5 décembre dernier. Alors, tout le monde dit, les gens qui rient de QAnon disent « Ah, il avait annoncé ça à telle date et ça s'est pas passé, c'est de la merde, etc. » Ben oui, c'est parce qu'on est engagé, Q l'a dit, là, ils sont engagés. L'État profond lit les messages de Q. Fait que là, il faut d'une certaine façon, Q est là pour nous informer, mais aussi pour appâter l'État profond. Hein? Surtout en ce qui concerne les dates, là, parce qu'il y a cette game-là là, de chat et la souris avec l'État profond. Justement pour qu'ils dépensent leur ammunition. Expanding ammo, c'est comme ça que Q l'a écrit. Avril s'en vient, il va y avoir du sport. Ben oui, c'est ça. L'année dernière, Q disait April showers bring May flowers. Voilà. Alors, c'est ça. Là, c'est le... En tout cas, ça fait du bien de savoir qu'on avait raison. Imaginez si, ça fait quand même... Je me suis quand même commis il y a 1 an à ce que Robert Mueller ne fasse rien à Trump qui soit totalement inoffensif. J'aurais perdu de la crédibilité en maudit si Robert Mueller avait fait faux bond. Mais trust the plan, comme on dit. Voilà, quoi d'autre sur Facebook? On va terminer ça bientôt, 55. La vieille démocrate est-elle morte? On le sait pas. Il y a une autre game aussi avec cette Ruth Bader Ginsburg. Elle est probablement pas forte. Elle est probablement pas forte. Mais là, est-ce que c'est l'État profond qui essaye d'appâter Trump avec ça? On le sait pas. Tout ça est très intéressant. Je veux dire, soyons heureux d'être en présence d'être les spectateurs de la plus grande opération d'espionnage et de contre-espionnage, peut-être de tous les temps. De tous les temps. Il n'y a jamais eu un cirque d'une telle ampleur, une opération aussi profonde, aussi complexe, aussi nuancée, et ça va tout sortir et on est aux premières loges pour voir ça. On est vraiment, vraiment chanceux. Je veux dire, de voir aussi la destruction de la vieille garde, de l'État profond. Ceux qui ont assassiné JFK vont finalement se retrouver en prison. Le fils de JFK Jr., va être vengé. Hein, c'était ça. Et il commençait, en 99, JFK Jr. posait énormément de questions. Et il avait dit, je me rappelle plus c'est qui... il avait dit à une des personnes, je me rappelle plus c'est qui le nom, là, la personne l'a dit dans une entrevue, qui savait exactement qui avait tué son père. Il avait fait des enquêtes là-dessus. Et voilà, donc tout ça va être dévoilé. On arrive à la fin d'un cycle de 50 ans de trahison médiatique et ça va être spectaculaire. Voilà, ça va être un feu d'artifice incroyable. Oubliez ça, là, le Benson & Hedge à Montréal, là, ça va être... voilà. OK. Quoi d'autre? Merci la France. Oui, on salue les Français. Il doit se faire tard. Il y a toujours plein de Français qui me saluent. Je les en remercie. JFK Jr. égale Q, c'est pas certain du tout. En tout cas, Q a dit que non. Il y a des affaires intéressantes avec JFK Jr. Il y a une connexion directe avec Q, mais est-ce que c'est lui Q? Q a dit que non, et il semble que non, en tout cas. Voilà. Alors, quoi d'autre, les amis? Est-ce qu'on... T'es en feu, Alexis?
Il fallait que je le sois après les ratés de la dernière, du dernier web journal. Je me suis reposé, je me suis couché 20 minutes avant d'entrer en onde. Projet Néom, un jour, s'il te plaît. Il faudrait que j'étudie ça, Néom. Ça fait 2-3 personnes qui m'en parlent. Patrick Aubry dit Lise Rabary fait des bons textes juste pour qu'on continue de la lire, qu'elle ne perd pas le lectorat pour sa propagande. C'est possible, ça aussi. J'avais dit ça de Pat Lagacé. Pat Lagacé qui avait dit, je me rappelle pas c'était quoi, là, il avait dit non au retour des djihadistes, une affaire de même. Là, là j'avais tweeté à Pat, j'avais dit écoute, Pat, tu ponds un texte comme ça juste pour te redonner un petit peu de crédibilité parce que tu n'as plus du tout dans la population. Alors, ça se peut que ce soit exactement la même chose avec Lise Ravary. Voilà. Alors, on va se laisser là-dessus, la gang. Prochain web journal, jeudi soir, 20h. Aujourd'hui, on a commencé 2 minutes en retard. Je voulais ajouter... il y avait une image que je voulais ajouter dans le lot. Alors, prenez soin de vous. Lâchez pas la gang, partagez la vidéo, mettez des thumbs up, écrivez des commentaires, faites connaître Radio-Québec aux autres. Et on se reparle jeudi. Il y a des gens qui ont fait des dons, c'est vrai. Il y a des gens qui ont fait des dons sur PayPal, je crois, et je vais les remercier jeudi. On va ramasser ça jeudi et on va les remercier. C'est comme ça qu'on peut continuer à croître. OK? Bon, je veux pas... c'est important. Hein? Souvent, les médias qui n'ont pas l'appui des auditeurs, ça ne dure pas nécessairement longtemps. Regardez les médias qui n'ont pas duré longtemps. Souvent, c'est des médias qui n'ont pas d'appui financier de la part des auditeurs. C'est très, très, très difficile de mettre autant d'énergie, de travail, puis de l'équipement, puis d'essayer de toujours penser à s'améliorer comme ça quand ça tourne dans le vide. Alors, on vous remercie tous, et ceux qui ont fait des dons, on va vous faire un petit clin d'œil jeudi prochain. Merci la gang! On se revoit jeudi soir, 20h, pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Bonne fin de soirée.